Salut tout le monde, bienvenue chez Menji, votre podcast là où on parle de la communauté congolaise, sur la culture, l'éducation, la transmission et là où on essaye aussi de s'améliorer en tant que communauté et de s'inspirer. Aujourd'hui, j'ai avec moi, il y a Momi Mbunzu. Mbouze. Mbouze. Momi Mbouze. Juste à cause de ça, Yaya. Seigneur. En tout cas, prends pitié. Et pitié de nous. Zambé. Dis-le encore une fois. Momi Mbouze. Momi Mbunze. Ok. Allons-y. Aujourd'hui, avec moi, chez Menji, j'ai mon yaya, Momi Mbunze. C'est bien ça. Yeah! Si. Mais tu l'as prononcé comme une Moulouba. J'ai prononcé notre Moulouba. Tu as mis le N. Mbunze. Ah, je l'ai prononcé comment? Mbouze. Mbunze. Ah, tu vois, tu as le petit N là. Ça voit que tu es une Moulouba. Non, mais c'est bien. Et on sent le petit N là, Mbunze. C'est pas grave, c'est bantou, donc ça passe. Ok. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Je t'en prie. Ça fait longtemps que je suis ton travail et c'est quelque chose que je trouve super important, qu'on a des hommes dans notre communauté qui pensent à leurs petits frères, qui pensent à leurs fils, qui pensent comment nos garçons vont et qu'est-ce que nos garçons font dans la communauté. Donc, pour cet épisode, nous allons parler sur le rôle de l'homme africain dans notre communauté. Quel rôle jouent les hommes, nos garçons, et qu'est-ce qu'on les transmet aussi, parce que tu es quand même un jeune papa. Toi aussi, tu as eu ton papa, tu as aussi eu ton grand-père, tu as aussi eu des oncles, exactement, des cousins et des amis. Et comme je sais aussi que tu es prof d'histoire, il va encore se présenter d'histoire sur l'Afrique. Je voulais vraiment... Parce que souvent, on part sur le rôle de la femme. On le dit souvent. Le rôle de la femme, c'est... La cuisine. Non, faux. Le rôle de la femme, c'est où? C'est derrière le micro. Si. En train de parler, c'est de ça diriger et de dire ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ça même. Vitulix présidente. Si. Votez. Votez numéro 10. Non, mais des fois, on nous dit ça. Tu vois, on sait à chaque fois, moi, c'est boité. Je dis pas qu'on n'a pas les rôles pour les garçons, mais je sais pas si c'est à chaque fois répété et dit aussi de la même façon qu'on le dit aux filles. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse parler de cadre comme c'était avant. Et après, na osenga zonga pour na tout débattre et aussi c'est toujours actuel. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je veux que tu nous donnes des cadres vraiment. Okay. Quel était le rôle d'un homme dans notre société africaine? Quel était le rôle de papa, rôle de grand-père, petit frère, grand frère? Et comme ça, Ponato Yébapé, tu vois, parce que c'est vrai que quand je pensais à ce sujet, je me suis dit, en tant que fille, ça te regarde en quoi? Après, je dis, non, ça me regarde. Si. Ça me regarde quand même savoir quelles étaient aussi les responsabilités que nos hommes, ils ont, et surtout aussi en tant que jeune fille, maintenant que je vois aussi les, si je peux dire, les dégâts, tu vois, il y a papa Mikolo, donc pas tout mettre, tout ça quand même, un problème. Ouais. Hein? Et il y a beaucoup de nos sœurs grandissent sans père, sans grand frère, sans... Donc, je me suis dit, c'est quand même important que Toye Babaka Drango et qu'on puisse donner ça une place, parce que ça mérite vraiment une place et parce que ça peut place encore importante. Donc, je vais d'abord te laisser le temps de te présenter et après, on va continuer notre conversation. Ok. Comme Bichi vous l'a dit, moi, c'est Momi Mbouze, ou pour être plus complet, c'est Mbouze Nogwani Ataye Mieko, Momi. Je suis papa de 3 enfants, marié. Je travaille dans la finance. Je suis aussi entrepreneur dans l'agrobusiness au Congo. Je suis auteur d'Epic Fantasy, d'Afro Fantasy et je donne des cours d'histoire pour enfants et adultes avec une narrative africaine. J'aime bien insister dessus parce que n'importe qui peut donner un cours d'histoire sur l'Afrique, mais très peu peuvent le faire avec une narrative africaine pour expliquer vraiment
le vécu, la vision, le paradigme africain lié à cette histoire-là. Et ça, je le fais depuis 2011, en présentiel et en ligne, un peu partout dans le monde. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a intéressé de faire ça? C'est comme pour l'histoire de l'Afrique, je dis tout le temps aux gens que l'histoire de l'Afrique, c'est pas une histoire de les pharaons, les ceci, les empires. L'histoire de l'Afrique commence dans les familles. Et c'est dans la famille, dans mon foyer, que j'ai commencé réellement à apprendre à mes enfants leurs origines et qu'est-ce que c'est qu'être un Africain au niveau de la symbolique, au niveau de la culture, au niveau des arts, du dessin. J'ai vraiment voulu leur donner cette identité africaine qui va au-delà de simplement le nom, la langue, la nourriture, les danses. J'ai voulu vraiment aller beaucoup plus loin. Et lorsque je commençais à voir les résultats et que d'autres personnes commençaient à voir les résultats, on m'a proposé de donner des cours d'histoire pour d'autres enfants aussi. Et à ce moment-là, je me suis dit, vu que dans le paradigme africain, l'enfant de quelqu'un de la communauté, c'est mon enfant aussi, je veux que les autres enfants aient ce que j'ai donné à mes enfants. C'est le principe qu'on a chez les Bantous, c'est Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Si je suis fort, je veux que l'autre soit fort. Si je suis bien intégré, bien évolué, bien cultivé avec mes enfants, je veux que les enfants des autres soient cultivés aussi. Donc, je prends le meilleur de ce que j'ai, je le mets dans ma communauté et je veux que les autres enfants puissent aussi avoir ce bagage-là parce que si la communauté brille, je brille. Si moi, je brille, je dois faire briller ma communauté. Merci beaucoup pour ça. Super, super important. Comme on parle aujourd'hui le rôle de l'homme dans notre communauté africaine, on va aussi dire congolais, parce que on va parler de nos expériences à nous. Et, je vais te poser la question, c'était comment la relation avec ton papa? Quelle sorte de relation tu avais avec ton papa, ou bien comment tu peux le décrire? On avait une relation d'un homme qui a beaucoup d'enfants, en fait. Mon papa avait beaucoup d'enfants. Donc, il avait épousé ma mère et puis il a eu une deuxième femme. Au total, on était 15. Et puis, j'ai eu aussi un autre demi-frère. Donc, on était 15-16 enfants. Donc, il avait beaucoup d'enfants. Mais ce que j'appréciais beaucoup avec lui, c'est que c'était un homme qui aimait que ses enfants soient ensemble. Ceux de la deuxième épouse qui étaient souvent avec nous, entre garçons. Moi, j'ai grandi avec mes demi-frères. Ou soit on était à la maison familiale à Barumbu, ou des fois les week-ends on partait tous dans l'autre maison. Quand il était diplomate qui partait Sénégal, Suisse, Dakar, il nous prenait avec. Donc c'était vraiment un cortège de 15 à 20 personnes qui voyageaient chez mes parents parce qu'il avait vraiment ce souci de ses enfants, de toujours les garder ensemble. Et je me rappelle même le dernier séjour que j'ai fait à Kinshasa avant de venir en Europe. Mon père m'a emmené dormir chez ma grand-mère, il m'a emmené passer du temps avec mes demi-frères parce qu'il tenait vraiment à cette union par rapport à ses enfants. C'était un homme qui tenait beaucoup à ça. Parce que chez nous, les Bantous, chez nous, les Africains, on sait que, et c'est ce que j'ai appris par rapport à la spiritualité africaine, on atteint l'immortalité au travers de ses enfants parce que ce sont les enfants qui vont, on va dire, prolonger ta vie parce que ton nom va continuer à être cité, tes bienfaits vont continuer à exister. Parce que j'ai vu des bienfaits par rapport à mon père qui m'ont même aidé dernièrement lorsque j'ai été dans le sud Ubangi. J'ai eu une crevaison, un accident de voiture. Bon, pas un accident, un problème de voiture. J'ai dû prendre un autre véhicule. Mon véhicule m'a suivi après. Et le réparateur qui nous faisait la réparation, il nous demandait un peu, vous êtes venu avec qui? Alors le chauffeur disait, on est venu avec un Mokondimo, Boé, Aouti, Belgique, Kinshasa. Comment il s'appelle? Comme on a Mbouzé. Il s'est rappelé Mbouzé. C'est pas Mbouzé le fils de... Si. Et du coup, à cause de ce que mon père avait fait de bien dans sa communauté, l'homme en question m'a rendu le bien que mon père m'a fait. Il nous a fait la réparation moins 50%. Donc c'est ça, en fait, le bien que tu apportes aux autres, au-delà de toi, de ta famille. C'est ça, en fait, que le type d'homme qui était mon père, c'est celui qui aimait transmettre le bien, le bon aux autres. Ouais. Et c'est aussi la réputation du nom, tu vois, Exactement. qui est aussi super important. Moi, Naya, ce que tu dis, c'est super important parce que moi, quand je suis partie à Kinshasa toute seule, et ma maman appelait ses amis pour dire, voilà, moi, Nazoya et tout, Azoya Yemoko. Et quand la copine de ma maman marchait avec moi dans la rue, ben, elle me présentait pas, moi, elle disait pas, c'est Bichi, c'est moi, la Gisèle. Et les gens directement, moi, la Gisèle, moi. Donc, personne ne me demandait mon nom. Donc, et ça m'a fait tellement plaisir parce que je me suis dit, elle était bien avec les gens et il n'y a personne qui a demandé mon nom. Moi, la Gisèle, c'était
assez pour avoir à manger, c'était assez pour avoir quelque part où dormir, c'était assez pour bien être accueilli et tout ça. Donc aussi, le nom et la réputation que nos parents nous laissent, c'est vraiment des choses super importantes. Et malamo, maman, sali, moi, récoltant, peut-être maintenant qui récoltant la place naïe, ce qui est super important. Et souvent, dans notre communauté, les garçons, ils disent, ou même les filles aussi, ils disent que nos papas, ils sont assez distants avec nous sur le plan émotionnel, physique aussi. Pourquoi? En tant que prof d'art, est-ce qu'il y a quelque chose lié à nos propres cultures et traditions que les papas sont distants émotionnellement et physiquement aussi? Pourquoi? Parce que, bon, comme j'aime souvent le dire aux gens, il faut remonter dans l'histoire pour comprendre ce que l'Africain était et ce que l'Africain est devenu. Les hommes, à l'époque, c'était pas qu'ils n'aimaient pas leurs enfants, mais ils n'avaient pas le temps à perdre avec certaines choses qu'on voit aujourd'hui qui n'aident pas forcément le garçon à devenir un homme. Trop chouchouté, trop cajolé, trop ceci, trop cela. Nos parents n'étaient pas dans ça parce qu'on peut remonter très loin de ça parce qu'on va dire qu'en gros, il fallait préparer l'homme à devenir responsable, à devenir parent, à devenir guerrier, à devenir chef. Donc, on ne pouvait pas le couver longtemps. Du coup, à une certaine époque, les hommes, les enfants, les garçons devenaient hommes beaucoup très tôt. Moi, je sais que par exemple, mon grand-père, il est devenu papa à l'âge de quoi? 16, 17 ans? C'est-à-dire qu'il était déjà un homme à cet âge-là. Donc, on estimait que il fallait qu'à une période donnée, lorsque l'enfant est enfant, de le laisser comme tel, comme enfant. Et les parents n'avaient pas, le papa, en tout cas à l'époque, n'avait pas forcément ce temps-là de passer, ce temps-là à donner, à consacrer, on va dire simplement au garçon. Bon, on va pas prendre garçon et fille, on va simplement parler du garçon. Et le papa, il était souvent appelé à des tâches très dures. Par exemple, lorsqu'il fallait aller dans d'autres villages ou chez le frère pour construire, par exemple, en communauté une maison. Par exemple, Momi, il s'est marié, il faut construire sa maison. C'était les hommes qui venaient. Donc, il y avait ça, il y avait la chasse, il y avait la guerre, il y avait le travail. Donc, le papa n'avait pas forcément le temps de consacrer à son fils ce moment-là pour être affectueux, ceci, cela. Et puis, je dirais même autre chose, c'est que ce côté affectueux-là, c'est une forme de romantisme qu'on a hérité de l'Occident. Les câlins, ceci, cela. Mais je ne dis pas que les Africains ne le faisaient pas, mais pas de manière exagérée comme on veut le voir aujourd'hui, comme on veut le recevoir ou le donner aujourd'hui. Par contre, à un moment donné, lorsque le garçon commence à grandir, parce que les adultes observent les cadets. Ils observent l'enfant, comment il grandit, on le corrige. Mais à un moment donné, parce que je suis papa, c'est un garçon qui va avoir 11 ans cette année, quand tu commences à voir et sentir que l'enfant pose de plus en plus de questions pertinentes, il fait de plus en plus de choses intéressantes, il vient proposer de l'aide lui-même pour faire des choses, tu commences à avoir beaucoup plus d'attention. Pourquoi? Parce que tu te dis que il n'est plus préoccupé par l'amusement, il veut faire des choses. À ce moment-là, en tant qu'homme, tu te dis, je dois le préparer, je dois le former. À ce moment-là, il y a un rapprochement qui se fait. Mais si c'est simplement pour des câlins, des bisous, jouer, s'amuser, en tant que père, tu n'as pas forcément le temps à ça. Maintenant, dans la suite dans laquelle on est rentré aujourd'hui, on a beaucoup plus de temps. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément tout le temps qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à différentes évolutions, différents lieux où nous vivons en société, on a su dégager plus de temps. Donc ce temps-là, maintenant, on peut le mettre à profit pour passer du temps avec les enfants. Ce que tous les parents aujourd'hui ne font pas. Parce que tu vas travailler de 8h à 18h. De 18h, on va dire, à 20h ou 22h, tu peux avoir le temps. Mais le problème, c'est que, vu le fonctionnement de l'adulte quand il était encore enfant, il n'a pas développé cette capacité-là à se dire, ce temps-là que j'ai, je dois le mettre à disposition pour justement observer mon fils et voir comment il grandit. Parce que beaucoup de parents, en tout cas d'une certaine époque, peut-être même ceux de ma génération, quand il finit le travail, son objectif, c'est pas de rentrer à la maison pour s'occuper des enfants, c'est rentrer, télécommande et chiller. Moi, j'aime beaucoup prendre mon exemple parce que quand je rentre, la première chose que je fais, même quand je mange, c'est de parler avec les enfants, de leur demander comment s'est passé à l'école. Est-ce qu'il y a tout. Donc, je me dis que, et c'est ce que j'aime beaucoup dire à mes collègues, c'est que moi, quand j'entre à la maison, j'ai un deuxième travail. C'est celui de papa. Et papa veut dire formateur, instructeur, celui qui se soucie d'eux
etc., etc. Donc, c'est tout ça, au fait. Donc, il y a eu une évolution sociale qui fait que à une certaine époque, on n'avait pas forcément le temps et on n'avait pas forcément l'envie de participer à des choses qui ne faisaient pas qu'on construisait le garçon, si je puis dire. Parce que quand un enfant s'amuse, toi en tant que père, tu le regardes s'amuser, tu dis oui, c'est bien, mais à un moment donné, ça suffit. Je ne vais pas tout le temps jouer avec toi. Mais quand tu vois le garçon commencer à essayer de faire de la pêche, essayer de t'imiter à couper les champs, tu dis, ça c'est intéressant. Là, il faut jouer le forme. Du coup, tu te sens à même de lui apporter quelque chose. À ce moment-là, il y a un rapprochement qui se fait. Tant qu'il n'y a pas cet intérêt de l'enfant sur des choses concrètes, pratiques de la vie de tous les jours, le papa, en tout cas le papa africain d'une certaine époque, ne trouve pas forcément l'intérêt de donner de ce temps-là, de ce peu de temps-là qu'il a à ce garçon-là. Et c'est le cas de mon père et de beaucoup d'autres parents, je pense, à une certaine époque. Une fois qu'on devenait homme, le papa se disait, maintenant on peut parler d'égal à égal, on peut faire des choses entre hommes et pas entre papa et enfant, en fait. Oui, et en parlant de devenir homme, je sais que chez nous, avant en Afrique, il y avait vraiment ce moment-là qui marquait que tu deviens un homme. Et on va aussi te initier. Tout à fait. Pourquoi ça se faisait? Pourquoi c'était important de initier le garçon et marquer ces moments par certaines tâches? Peut-être, il y avait même Bitumba, un peu aussi comme ça, la pêche, voir des garçons qui allaient vraiment s'affronter et tout comme ça. Pourquoi c'était important de marquer ce moment-là? C'était important parce que c'était des sociétés d'avant, c'était des sociétés où il fallait être prêt très tôt et très rapidement et les aînés devaient s'assurer que ceux que l'on préparait avaient toute la formation et la connaissance qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'on faisait vraiment l'initiation pour s'assurer que tel garçon, on sait qu'il est prêt, il peut faire ça, ça, ça et ça. Donc dès le moment où on sait qu'il est capable de le faire, on sait qu'il pourra prendre soin de la famille, du clan. Lorsqu'il faudra répondre à un défi, il sera là. Lorsque tout le village va être massacré suite à je ne sais pas quoi, il pourra prendre la relève, ce qui n'est pas le cas des garçons aujourd'hui. Les garçons aujourd'hui, tu leur retires papa, maman, ils sont un peu paumés. Alors que les garçons d'avant, très tôt, vers 11, 12, 13 ans, c'est déjà des hommes comme moi aujourd'hui parce que mentalement, on les formait et on les préparait déjà à certaines choses. C'était important parce que les sociétés de l'époque devaient s'assurer que ceux qui vont prendre la relève, et puis en plus à l'époque, on vivait moins longtemps, si je puis dire qu'aujourd'hui, ceux qui devaient prendre la relève devaient être prêts très tôt. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, le chef peut mourir, une guerre peut éclater. On doit être sûr de pouvoir compter sur tout le monde pour faire certaines choses. Et les garçons, ils avaient une tâche qui leur était transmise par leur père, par les hommes, pour s'assurer que ce qui ngaï momi na kouf ici, moi, aujourd'hui, je suis devenu impotent parce que je me suis cassé une jambe, parce que je suis malade, parce que je suis mort. Mon fils derrière, il va assumer. On n'aura même pas à se demander, est-ce que le fils de Momi là? Mais si, il peut. Il a déjà été formé par son papa. C'était ça, en fait. Et du coup, la communauté pouvait être sûre que on peut compter sur tous nos hommes. Or, lorsqu'on ne fait pas d'initiation, on ne forme pas les garçons, on va regarder les hommes dans la communauté, on va se dire sur qui on peut compter. Dès le moment où on se pose la question, c'est qu'il y a déjà un problème. Or, dans l'Afrique de l'époque, on savait que dès qu'un garçon atteignait un certain âge, on pouvait être sûr qu'il avait déjà reçu telle formation et telle formation. Ce qui rassurait la communauté et ce qui assurait aussi les femmes d'avoir des hommes, Mibalia solo, comme on dit en lingala, capables de répondre à tous les défis. Ok, waouh, super fort. Si je sais que tu as dit beaucoup de rôles qu'un homme avait, qu'il devait avoir, qu'on le formait pour l'avoir, mais si tu peux nous donner, genre à ta 3 ou 5 clés, quel était le rôle d'un homme dans la société africaine? Donc, essaye vraiment de cadrer les grands cases. Le rôle premier d'un homme dans la société africaine de l'époque, ou peut-être même encore maintenant, c'est celui qui pourvoit et celui qui protège. Ça veut dire qu'il ne va pas attendre assis devant chez lui que quelqu'un vienne apporter à manger pour les enfants, pour sa femme. Il doit lui aller chercher pour répondre à ce besoin. Pourquoi? Parce que tu es parti prendre l'enfant d'autrui. Tu as fait la dot, tu as pris l'enfant d'autrui qui était utile dans sa famille. Donc tu as retiré à sa famille une personne qui participait aux tâches ménagères, au bien de la famille. Donc tu as retiré ce qu'on appelle une force, une ressource humaine, au fait. Vu que tu l'as retiré, tu l'as prise avec toi, tu dois maintenant en prendre soin. Donc ton premier rôle, c'est de prendre soin, donc de pourvoir aux besoins et aussi de protéger, parce qu'il ne faut pas que malheur leur arrive.
Donc, c'est ce rôle-là de pourvoyeur, de protecteur, de père, en gros. Après, l'autre rôle de l'homme dans la famille africaine, c'est celui qui s'assure de former les autres hommes. Parce que c'est bien beau de pouvoir protéger sa famille, c'est bien beau de pouvoir pourvoir aux besoins. Mais si tu ne formes pas les hommes qui sont dans ta famille, dans ta maison, à assumer ton rôle, parce que comme je l'ai dit, je vais partir à la chasse, un lion va me mordre, je ne saurai plus marcher. Si je n'ai pas formé mon fils à la chasse, qui va aller chercher à manger? Du coup, vu qu'on formait les hommes très tôt, il m'arrive un accident, je ne sais plus aller à la chasse. Mon fils de 12 ans ira à la chasse. Il ne va pas se poser la question, est-ce que je peux? Non, il sait que papa m'a déjà appris à aller à la chasse. Donc, c'est ce rôle-là de former, de s'assurer que la relève est prise. Et le troisième rôle, ça, c'est un rôle qui est, on va dire, partagé avec la maman, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est pas juste apprendre à l'enfant à bien se tenir, c'est qui tu es. Mais le qui tu es dans un sens profond qui renvoie à ta généalogie, à tes ancêtres, à ta culture, à ta coutume, à tes us, à tes traditions, à ta philosophie, à ta spiritualité. C'est tout ça, en fait. Donc, il protège, il pourvoit, il forme et il éduque. Ok. Et ce rôle-là, c'est un peu en général pour un homme. Et quand il devient père, est-ce qu'il y a des rôles qui s'ajoutent ou c'est quoi maintenant en tant que père? Quand il devient père, au fait, ce qui est intéressant quand il devient père, et ça à nouveau, je reviens à la culture africaine, culture avec un grand C, tu n'es pas seulement le papa de tes enfants. Mm-hmm. C'est ça. Quand tu deviens père, et j'aime beaucoup l'exemple que j'ai dans ma famille, c'est que nous, on ne dit pas forcément tonton, on dit papa. Quand on parle d'un de mes frères ou de moi, on dit ah papa mommy, ah papa mommy. On dit papa parce que il y a une symbolique derrière pour dire que tu es papa. Moi, mes nièces, le père de mes nièces, les enfants de mes frères, de mes soeurs m'appellent papa mommy. C'est pas tonton mommy, c'est papa parce qu'on reconnaît en toi un père, un homme qui peut. Donc, tu n'es pas seulement le papa de Niacha qui est cité, ou tu es le papa de tous les enfants de tes frères et sœurs, voire de tes cousins. Donc, ça appelle à une responsabilité qui va au-delà de ton foyer. Ça, c'est le rôle d'un père. Donc, tu deviens père, mais pas seulement pour tes enfants, mais père pour tout le clan. Donc, tu peux répondre à la responsabilité de papa pour les autres enfants aussi. Et c'est pour ça que dans les dots, les frères du père de la fille qui se marie participent ou bénéficient de quelque chose parce qu'ils sont reconnus comme papa. Papa Kulutu, papa Leki. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire à mes enfants, dans ma famille, bon, du côté de ma femme, ils sont habitués à les appeler autrement. Je leur dis toujours que du côté de ma famille, mes sœurs, vous devez les appeler Tata Moissi. Parce qu'il y a une symbolique derrière l'appellation. Mes frères, vous devez les appeler Papa Leki ou Papa Kulutu. Le terme papa là est très important parce que ça renvoie à une symbolique, comme je l'ai dit. Ils sont vos pères aussi. Donc quand on devient un homme, on a cette responsabilité-là. Mais quand on devient un père, au fait, ça déborde sur toute la famille et tout le clan. Ok. Le grand-père aussi a un rôle dans la famille. Mm-hmm. Et quel est le rôle du grand-père? Le grand-père, il a été un homme, donc il a eu tout ce qui concernait pour être un homme. Il a été un père. Dès le moment où tu deviens un grand-père, tu deviens en fait celui qui possède, on va dire, l'histoire de la famille. Donc tu deviens, on va dire, le disque dur de la famille. Là où il y a tous les souvenirs, là où il y a tous les récits, là où il y a tous les trucs de sagesse, là où il y a tout ce que ceux qui débutent peuvent aller puiser dans la source la plus ancienne pour avoir la sagesse de ce qui a été avant eux. Le grand-père, c'est ça, au fait. Donc, tu vois, c'est un peu comme un arbre, au fait. Tu montes et puis tu t'épanouis sur le côté. C'est ça, le grand-père. Donc, il a tellement eu une expérience de vie qui fait que en lui, on peut avoir beaucoup d'enseignements, beaucoup d'éducation, parfois même des choses qui sont transmises dans différentes familles par différents papas, mais que le grand-père, lui, parce qu'il a vécu plus longtemps que tout le monde, il a cette vue sur l'ensemble de la famille. Du coup, il est comme un élément qui rassemble tout ce qu'il y a au niveau d'un clan ou d'une tribu qui a été fait en bien ou en mal et qui peut retransmettre à la prochaine génération. Donc, il est, au fait, on va dire, celui qui est le gardien de la mémoire du clan. C'est même plus de la famille, mais vraiment du clan. Parce que une famille, c'est papa, maman, les enfants. Le clan, c'est plusieurs familles. Et puis, tu as, etc., etc. Donc, le grand-père, c'est vraiment celui qui a la mémoire de toutes les familles et chez qui on peut aller puiser cette mémoire-là.
Oui. Et le rôle du grand frère? Le rôle du grand frère. Le grand frère, j'aime beaucoup son rôle parce que le grand frère, il est un peu entre le... Je ne vais pas dire entre le grand-père et le père, mais entre le père et l'homme. Pourquoi? Parce que déjà le terme grand frère, Yaya, donc celui qui a vu le soleil avant, donc celui qui connaît. Et du coup, c'est surtout celui qui, surtout s'il n'est pas encore papa, il est celui qui doit servir d'exemple aux autres. Je dis ça souvent à ma fille aînée parce que souvent elle me taquine en disant ouais, pourquoi est-ce que je suis né la première? Je dis, Niacha, tu ne dois pas te fâcher ou mal prendre le fait que tu sois né la première parce que tu ne l'as pas demandé. Prends ça comme une bénédiction parce que ce que tu feras de bien va servir d'exemple aux autres. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont développé en bien viendra de toi qui est leur lumière au fait dans la famille. C'est toi qui es le porte-flambeau, donc c'est toi qui montres l'exemple, c'est toi qui tires tes frères et sœurs vers le haut et surtout, comme j'ai toujours dit à ma fille aînée, dans ma maison, si moi je ne suis pas là, la première mbouzée, le premier mbouzé dans la maison, c'est toi. Donc si on vient un jour demander, ah, est-ce que monsieur Mbouzé est là? Non, il n'est pas là, mais je suis sa fille. Et c'est comme ça que tu dois te présenter parce que si on demande Mbouzé, c'est toi. Si moi je ne suis pas là, c'est toi qui dois te présenter. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois une fille. C'est le nom que tu portes. Mbouzé qui veut dire le fruit de ma jeunesse. Le premier enfant que j'ai eu quand je suis né. Donc, si moi je ne suis pas là, c'est toi qui es moi, au fait. Et ça renvoie au terme Tata Moissi. Mm-hmm. Le papa qui est femme. Je dis toujours à ma fille aînée, c'est ça, au fait, être un aîné. L'aîné, tu es celui qui porte le flambeau du papa quand il n'est pas là parce que tu es la première personne à avoir eu son nom. Ok. Ouais. Et le petit frère qu'on néglige souvent, mais j'ai aussi vraiment... qu'on néglige souvent les petits frères. Ils ont tout. Hein. Noah qui me regarde, hein, les petits frères là, on les néglige pas, ils ont tout. Ils ont aussi un rôle, hein, les petits frères. Quel est le rôle du petit frère? Le rôle du petit frère, je pense qu'il peut avoir plusieurs rôles. Il est celui qui rappelle aux grands frères, aux aînés, comment se préparer pour devenir responsable. Prendre soin de ses cadets, c'est se préparer à la vie de maman ou de papa. C'est se préparer à la vie de femme, responsable de la famille, du foyer. Se préparer aussi à la vie d'homme, de père, responsable de ses cadets et des enfants. Le petit frère, en gros, il sert quelque part à ça, mais aussi, il sert à rappeler aux aînés que il faut garder dans la tête que c'est pas parce que tu es l'aîné que tu es le tout-puissant. Il y a une forme d'humilité que le petit frère doit rappeler aux aînés parce que, comme on dit en lingala, moi nabeta kambonda, mikolo pe babinaka. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le petit frère peut faire, savoir, connaître, que les aînés ne peuvent pas savoir, connaître ou faire, et qui doit leur servir d'humilité pour dire, oui, la connaissance n'est pas seulement moi qui l'ai, mais lui aussi là, donc il faut l'écouter. Donc c'est ça le rôle qu'il y a entre les cadets et les aînés. Et c'est pas seulement un rôle dans le « toi tu dois me respecter ». Non, le respect va dans les deux sens. Mais le cadet a un rôle qui est celui de permettre à son aîné de s'entraîner à être responsable. Comme quand, avec ma femme, si on est absent de la maison, on sait que Niacha, c'est toi qui es l'aîné dans la maison. Donc tu dois organiser les choses comme on te l'a montré depuis qu'on est avec vous quand vous êtes petit. Et toi, le cadet, quand tu es à la maison, tu dois écouter ton aîné. Donc, tu dois apprendre l'obéissance, la discipline et le respect. Pas parce que tu dois avoir peur de l'aîné, mais parce que tu dois apprendre de l'aîné. Et l'aîné, tu dois faire les choses de manière responsable pour que ton cadet puisse bien apprendre et bien grandir. Parce que s'il grandit bien, on sait que souvent les parents ne sont pas là, mais que l'aîné est souvent là. Donc, si on voit que les cadets sont bien éduqués, bien carrés, on va dire, oui, leurs parents les ont bien éduqués. Non, c'est pas seulement les parents. C'est l'aîné aussi qui a fait son travail. Oui, c'est pour ça qu'il y a la fête de mère. On dit aussi joyeuse mère. Oh, yaya. On peut se fêter qu'il y a joyeuse mère. Ah bon? Parce que c'est vrai, on est là aussi. On fait quand même quelque chose. Si. Et sans oublier, il y a aussi le rôle de l'oncle. Je ne sais pas si dans chaque tribu, l'oncle a un rôle, mais dans la société africaine, quelle place occupe l'oncle? Contrairement aux sociétés occidentales où l'oncle, c'est un étranger qui est proche de la famille, dans la société africaine, l'oncle n'est que le prolongement du papa ou de la maman, parce qu'il y a le lien de sang. C'est pour ça que j'aime beaucoup les termes qu'on a chez nous dans les langues bantoues, autres que tonton, tata moissi, mama leki, mama kulutu, papa leki, papa kulutu, qui en dit long sur la place de l'oncle en question. L'oncle, ça peut être celui
par qui le garçon, s'il n'a pas de lien fort avec son père pendant qu'il grandit, l'oncle peut subvenir à ce niveau-là et encadrer l'enfant. L'oncle du côté, on peut parler aussi des tantes, du côté de la maman. L'oncle, c'est peut-être celui chez qui le garçon va aller pour des conseils, pour des jeux, ceci, cela, que le papa n'a pas forcément le temps de faire avec lui. Donc, il y a cette complémentarité dans la famille qui fait que tout le monde a une place d'une manière ou d'une autre, parce que l'oncle, c'est le papa aussi. Et ça, j'aime beaucoup insister dessus. Un oncle, c'est le papa aussi. C'est le papa par extension. Ou c'est peut-être la maman par extension. Quand on dit noko, donc c'est côté de la maman, c'est aussi l'extension de l'autorité maternelle, donc par la maman, et de l'autorité paternelle. C'est pour ça que chez nous, tu ne peux pas blaguer avec un oncle. Un oncle peut, dans la maison de ton père, te gronder et ton père va rien dire. Ça, c'est possible. Un oncle peut te tirer les oreilles dans la maison et ta maman ne va rien dire. Ça, c'est possible aussi parce que c'est pour apprendre à l'enfant à reconnaître l'autorité d'un aîné, même s'il n'est pas son papa ou sa maman. Moi, par exemple, mon père, quand il est né, il a été allaité par 3 femmes. Sa propre maman et 2 de ses tantes. C'est pour lui dire que tu n'es pas seulement le fils de ta maman, mais tu es aussi mon fils. Donc tu vois, c'est ce lien-là au fait que la culture africaine a créé et tente encore de continuer à préserver sur le rôle des oncles, des tantes, etc. etc. Ok. Et les cousins? C'est aussi un Les cousins, c'est d'homme. pareil. C'est aussi pareil parce que le terme cousin chez nous n'existe pas. Le terme cousin n'existe pas parce que cousin, c'est comme si, comme pour les oncles, c'est comme si on en faisait des étrangers à la maison. Je peux mettre n'importe qui au défi en Chiluba, en Lingala, en Swahili, en Kikongo, de me trouver la définition de cousin. En général, c'est frère, sœur. Pourquoi frère, sœur? Parce que c'est une extension de ta fratrie, mais par une autre maman ou un autre papa. Ah, si j'appelle mon oncle papa Franck, ses enfants ne sont pas mes cousins, sont mes frères et sœurs parce qu'il y a le lien de sang qui nous unit. C'est ça, au fait. Donc, nos cousins, on doit pas les percevoir comme des gens extérieurs. Ce sont des gens qui nous sont proches par le sang, mais aussi par ce côté sociétal que la société culture africaine a tenté de préserver par nos langues pour montrer que vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes proches et vous devez essayer de le rester. Wow. Et le temps a énormément changé. Toutes les informations que tu me donnes, même sur l'initiation, sur la notion de oncle, hein, de petit frère, grand frère, il y a énormément de choses qu'on a perdues. On est en train de perdre. Ah, on est en train de perdre. Ouais. Okay. Ouais. Ouais. On n'a pas encore totalement perdu. Non, trop négatif. Non. Si on a perdu, c'est que même en Afrique, ça n'existe plus. Or, je pense que la culture africaine est encore beaucoup plus pratiquée en Afrique qu'ici. Et vu qu'on est plus nombreux en Afrique qu'ici, la culture est encore préservée. Ouais. Ouais. Et quels sont les dégâts, si je peux dire, en fait, de le fait qu'on a perdu certaines notions de choses et de l'initiation, le rôle de l'homme vraiment dans notre société, dans nos maisons. Où sont les lacunes que toi, tu peux remarquer le jour d'aujourd'hui? Les lacunes sont multiples, au fait. Il y a autant de lacunes au Congo, en Afrique, que de lacunes ici. C'est le mode de société. Toute société évolue. On peut dire que la société africaine d'il y a 2000 ans n'est pas celle d'il y a 1500 ans, n'est pas celle d'il y a 500 ans. Donc, les sociétés évoluent. Sauf qu'il y a des évolutions, on va dire, qui ne sont pas naturelles, des évolutions qui sont des évolutions faites dans la violence où une autre mentalité, une autre société, un autre modèle social est venu se greffer de force. Du coup, il y a eu ce que j'appelle l'hybridation. On est devenu un peu des gens à une culture hybride. On tente de rester africain, mais toujours avec une attirance pour la culture de l'autre. Parce que, bon, ça c'est dans la précision de peut-être de la prochain épisode, l'histoire fait que les vainqueurs essaient toujours d'imiter... Non, les vaincus essaient toujours d'imiter les vainqueurs. En partant de ça, on a ensuite l'autre problématique qui est le mode de vie, donc la manière de vivre. Donc, rappelle-toi ce que je t'ai dit, c'est que la société africaine ancestrale était une société structurée et qui dépendait d'elle-même. Donc, on n'avait pas besoin d'un modèle de travail où tu travaillais de 5h à 18h, où tu travaillais à 2 heures de chez toi, où tu devais gagner de l'argent et payer à l'État, je ne sais pas quoi. Donc, c'était une autre manière de fonctionner qui répondait à une
besoin local à un fonctionnement local. Or, en arrivant dans une société où le fonctionnement est différent, la culture en a pris un coup. Un bête exemple. C'est par exemple quand on organise la dot. Oui. Quand on organise la dot, on sait que c'est l'oncle un tel qui va venir parler, etc. Mais dans la culture africaine ancestrale, je pense, je peux peut-être me tromper, avant d'aller dans la dot, la famille de l'homme ou de la femme se concertait. Et parmi ceux qui se concertaient pour aller faire le kinzonzi, il y avait les aînés, mais il y avait aussi des cadets qu'on mettait dedans d'office. Initiation. Donc pour préparer les hommes. Parce que si demain il y a la guerre et que les aînés meurent, les cadets peuvent faire le kinzonzi. Donc on les intégrait dedans. Or, aujourd'hui, quand on fait la dot, on voit surtout les aînés parler, mais les cadets, on ne les voit pas. C'est ceux qui emmènent les casiers de bière. Or, et c'est l'exemple que j'aime, c'est que quand je suis allé à plusieurs kinzonzi avec un de mes papas leki, il faut se faire violence avec le vocabulaire. Quand on est allé au kinzonzi, il m'a dit Momi, Zala Pembeni Nanga, Peyokaga. C'est pas mon oncle qui parlait, c'était un autre oncle qui parlait, mais mon oncle, mon papa leki voulait que je sois assis près de lui et que j'observe comment on fait le kinzonzi. Donc, il y a quand même des résidus de notre culture qui est là, mais à cause d'une certaine manière de faire les choses vite, on est en train de perdre progressivement des tas de choses. Et on peut même parler, et c'est un conseil, par exemple, que m'a donné mon papa, c'est qu'en 2003, il avait dit, une phrase qui m'est encore restée aujourd'hui, vous devez apprendre à vous fréquenter. Apprenez à vous fréquenter, à vous voir. Parce que c'est ça qui va vous renforcer. Or, moins on se fréquente, moins on passe du temps en famille. Parce que souvent, quand on passe du temps en famille, c'est quoi? Les mariages, les anniversaires, les deuils. En dehors de ces trois occasions, quelles sont les occasions où des familles peuvent se rencontrer encore? Ou plutôt, quelles sont les choses ou projets que les gens mènent en famille? Rappelle-toi l'exemple que je t'ai donné des frères et cousins qui se retrouvent parce que le petit de Bichi s'est marié, Azabo frère Nanga, on va aller l'aider. Aujourd'hui, la plupart des gens, c'est chacun dans son coin. Donc, on adopte d'autres manières de fonctionner en société selon les gens que l'on rencontre. Du coup, il y a des choses qui sont en train de se diluer petit à petit, progressivement. Ce qui fait que ici, comme en Afrique, on est en train de perdre parce qu'il y a eu trop d'hybridation violente, trop rapide. La culture africaine n'a pas eu le temps de s'adapter pour s'imprégner de ces apports culturels-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer et on est en train de perdre progressivement certains repères que l'on avait avant. Ouais. Et si tu peux donner des exemples, tu as donné l'exemple de Kinzonzi, là où normalement le garçon, il devait être là pour voir comment on fait. Est-ce que tu as encore d'autres exemples? Je trouve ça super intéressant. Non, mais des exemples, il y en a beaucoup. Je vais donner par exemple un autre exemple. C'est un truc simple, mais c'est un truc de la vie en Europe. Quand je tonds ma pelouse, j'ai fini par commencer à appeler mon fils pour me regarder tondre la pelouse. Quand je sors les poubelles, j'ai fini par commencer à appeler mon fils pour me regarder comment je sors les poubelles. Et puis, j'ai commencé à lui apprendre comment sortir les poubelles et tondre la pelouse. Et avant mon voyage d'avril, j'ai dit à mon fils, vois comment on le fait parce que si jamais je ne suis pas là, c'est toi qui vas le faire. C'est ça l'initiation. Et je sais que la dernière fois qu'on a tondu la pelouse, j'ai sorti la machine, les câbles, j'ai déposé dans le jardin, j'ai appelé mon fils, il a tondu la pelouse tout seul. Putain, avec 10 ans et demi. Il a fait comme un grand garçon. Et du coup, tu vois, c'est ce temps-là, c'est cette volonté-là que l'on a en tant que père de former l'enfant, de le préparer, qu'il y a de moins en moins. Aujourd'hui, qu'est-ce que les parents des parents font? Si l'enfant est devant un appareil, tu le laisses devant l'appareil. Il est devant Netflix, tu le laisses devant Netflix. Et toi, le parent, tu vas faire ta life. Or non. Comme j'ai dit, la vie de parent, c'est une vie où tu dois former un enfant. Mon père, il disait souvent que mes enfants, je ne leur devrai plus rien quand ils auront 25 ans. C'est-à-dire que jusqu'à leur quart de siècle, c'est moi qui dois continuer à pourvoir, à les former pour leur apprendre que, à votre tour, sachez que voici le modèle de formation, le modèle de responsabilité d'un papa vis-à-vis de ses enfants. Or, ce genre de choses, il y en a de moins en moins. On laisse de plus en plus les enfants faire un peu ce qu'ils veulent dans tous les sens. On pourrait parler aussi de copinage. J'ai un exemple très marrant dans la famille. C'était ma tante, donc ma tata Moissi, la sœur de mon père. Quand elle était jeune, quand elle s'est présentée ou quand elle est venue avec son copain à l'époque, son fiancé, mais ils n'avaient pas encore fait la dot,
Ils sont rentrés dans la maison, mais ils ne pensaient pas que son père à elle était à la maison. Quand ils sont rentrés, quand mon père, mon grand-père, je ne sais plus, je pense que mon grand-père ou mon oncle a vu l'homme en question, tu sais ce qu'il a fait? Il est sorti par la fenêtre. Oh. Parce que, comme on dit, et ça les marathés, il n'y a pas eu de présentation des familles, donc on ne peut pas se voir, toi et moi. Il est sorti par la fenêtre. Alors qu'aujourd'hui, ah, papa, c'est mon copain. Ah oui, copain. Ah oui, vous pouvez aller dans la chambre, dormir dans la chambre. Tu vois? Atabino, mon copain. À vous-même, vraiment. Hein? Donc, tu vois, il y a des choses qui se perdent progressivement. Pardon, je juge jamais. Merci pour la conseil. Atabiso, mon copain. Génération, mon koyamabi. Non, mais bon, c'est la société qui évolue et on va pas forcément dire que c'est mal, mais il faut regarder au fait la finalité de la chose. Mm-hmm. Et bon, ça, c'est un autre débat. Ça concerne les filles parce qu'en tant que papa, et j'aime bien, je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo d'un film où 50 Cent jouait dedans. Il y a sa fille qui est venue avec le gars pour aller au bal. Ah, papa, voici Marcus. Marcus a présenté la main. Son père l'a dit, viens avec moi, je dois te parler. Ouais. Jusqu'à mes 16 ans, j'étais le seul responsable de la sécurité de ma fille. Maintenant, c'est à toi. Mais il a fait ça devant tous ses amis baraqués pour lui dire, désormais, on sait qui tu es. On sait que c'est toi qui traînes avec notre fille, donc, sois un homme. Ouais. Or, ce genre de choses, combien de pères le font encore? Responsabiliser le garçon qui traîne avec ta fille. Ou plutôt, ou même je dirais, bien conseiller ton fils de ne pas traîner avec n'importe quelle fille. Parce qu'elle peut t'emmener love qu'il a ou il va t'emmener dans tous les sens et puis tu vas perdre tes repères, etc. On sait tout ça au fait. Donc, il y a un suivi qui doit être fait mais qui n'est plus fait comme il se devrait être. Et du coup, on laisse progressivement aller les enfants se créer de nouveaux repères et ce sont les repères ancestrales qui se perdent petit à petit. Oui. Et quand, parce que je sais que l'excuse va être, oui, mais maintenant, voilà, on a quitté l'Afrique, mais on toza awa, papa fa kinemosala, on n'a plus le temps de faire ça et ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment, ou bien même, certains vont même dire la colonisation, de boïté, mais quels sont les conseils ou bien des tips and tricks que tu peux donner à nos papas maintenant, aux grands frères aussi, cousins, tout le rôle que les hommes ils peuvent avoir dans leur famille. Quels conseils tu peux donner pour qu'ils puissent quand même garder cette notion-là qu'on avait à l'époque, qu'on n'a pas totalement perdu, mais voilà, qu'on a du mal maintenant à le faire? La meilleure manière d'être un parent, d'être un papa, d'être un grand frère, c'est de s'intéresser à ses cadets. Vraiment de t'intéresser à eux quand tu les vois, de leur demander comment ça va, qu'est-ce que tu as fait. Quand ils lui racontent, va en profondeur, insiste. Et surtout, de faire des choses avec eux. Parce que toi, en tant que papa, grand frère, quand tu es sorti, tu ne sors que toi seul, ou toi et madame, ou toi et tes potes. Jamais tu sors avec les enfants. Tu ne fais jamais d'activité avec tes enfants. Donc les enfants, quand ils font leurs activités, c'est avec leurs potes de la rue ou avec je ne sais pas qui. Donc toi et avec papa, on ne fait jamais d'activité. On ne fait jamais de sortie. Il y en a certains qui ne sont jamais allés en vacances avec leur papa ou leur maman, je ne sais pas quoi. Du coup, ce sont des petites choses comme ça qu'on peut trouver ridicules qui forgent le lien. Qui forgent vraiment le lien parce que ça crée des souvenirs. Moi, c'est pour ça que je te l'ai dit. Mon père, quand il voyageait, il nous prenait avec lui. Mon père, quand il partait visiter ses champs du côté de Maluku, il nous prenait avec lui. D'où vient mon intérêt pour l'agriculture d'après toi? D'où vient mon intérêt pour l'intérieur du pays? Mon père, à l'âge de 11 ans, et là, en plus, c'est ma mère qui m'avait dit, oh, papa, il part souvent à Libeng. Demain, il t'emmenait un jour à Libeng avec lui. J'étais comme ça, innocemment demandé, papa, quand tu partiras à Libeng la prochaine fois, je peux venir avec toi? Il m'a fait, ok, ça va. Et puis, je suis parti dire, ah, maman, il m'a dit oui, ok, ça va. Il m'a pris au mot, il m'a emmené à Libeng. Et depuis, j'ai cet attachement à la terre. Donc, tu vois, ne jamais prendre à la légère ce que te dit ou te demande un enfant. Il faut avoir de l'écoute. C'est pas juste, je vais bien, c'est bien, cool. Ah, tu vas bien, raconte. Développe. Tokenemozindo, raconte. Passer du temps. Moi, j'aimais beaucoup quand je passais du temps avec mes enfants, dans leur chambre, avec mes filles. Rentre dans la chambre, ça s'est parti, on se mettait à me raconter. Des fois, elle te raconte des histoires de filles, ça rentre là, ça sort là, mais tu dis, moi, mais il faut écouter. Écoute seulement, papa, c'est pas grave. Et mes filles, quand elles se mettent à parler, mais il faut écouter. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à raconter, donc il faut écouter. Et mon fils, c'est pareil. Et c'est ce temps-là, au fait, que tu ne verras pas forcément passer, qui fait que ça va créer de la confiance parce que les enfants savent que tu es une personne qui
passes du temps avec eux, du temps physique, mais aussi du temps intellectuel à les écouter, à débattre avec eux. Du coup, quand l'enfant, ta fille, aura, que ce soit ses règles ou les problèmes de garçon, elle pourra en parler avec son père. Moi, pas plus tard qu'hier, on n'a pas d'histoire de copains, copines, des garçons de la classe de mes filles qui font ci, qui font ça. Mes filles, elles en parlent comme si j'étais un grand frère, au fait. Mhm. Elles parlent en débat parce qu'elles ont pris l'habitude de parler ouvertement de tout, de débattre, même de me contredire durant un débat, de sortir des arguments parce que je les ai formées comme ça. Vous ne devez pas seulement être ceux qui écoutent l'aîné et qui disent Alléluia, Amen. Non, tu as un avis contraire, exprime-le et donne des arguments. Et du coup, ce genre de moments crée des moments de complicité qui font qu'il y a un lien fort qui se crée. Et quand ce lien fort se crée, l'enfant ou le cadet continuera toujours à te voir comme un modèle et comme un exemple. Et tu verras par là que tu as une responsabilité et tu as eu de l'influence. Du coup, toi, en même temps, ça te force maintenant à continuellement être meilleur pour transmettre le meilleur. Et quand lui devient meilleur, il te fait remonter l'information et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça, Yaya, merci. Les autres, vraiment, c'est quand un enfant argumente quelque chose, c'est comme si Yobi Mizoba, quoi. Ils veulent pas avoir tort devant Moana. Ouais. Moi, j'ai même vu des enfants qui se font gifler. Calcul, hein, ce qui est simple. Oyeba qui est en goûté. Ouais. Mais l'enfant se fait quand même taper parce que voilà, l'enfant avait raison. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Super important. Et je me posais la question, comme tu as dit, sur donner aussi raison aux petits frères, donner raison aux enfants. Souvent, quand il y a les conflits à la maison... Je savais que tu allais arriver à ça. Souvent, quand il y a des conflits à la maison, moi, je dis, nous, à l'école, on nous apprend comment résoudre le conflit. Nandenge awa, il y a un européen, par exemple, il y a la conversation positive, dire ses arguments. Tu vois, on a différents modèles dans lesquels on sait qu'on peut se défendre en tant qu'enfant à la maison. Mais ce n'est pas toujours les mêmes modèles que nos parents, ils ont reçus aussi de leurs parents et tout comme ça. Donc, quand nous, on amène ce modèle-là à la maison en tant qu'enfant, et ça ne marche toujours pas. Mais il y a aussi personne dans nos familles qui nous passe les modèles comme on fait chez nous. Alors, c'est comme si moi, Nazo Bimaka Kaneti, Osaka Kana, tort. Est-ce que tu peux nous donner certains exemples comment Moana, Akoki ko vandi samikolo, Pona alo bakaza d'akorte, selon nos cultures? C'est là l'importance des tatas moissi, des papaleki. Okay. Quand tu sais... Moi, je dis toujours aux gens, et c'est même valable dans la politique, dans l'art de la guerre, quand un adversaire est plus fort, plus grand que toi, ne va jamais frontal. Contourne toujours. Et c'est Sun Tzu qui l'apprend dans l'art de la guerre. Alors, quand tu sais que tu as un problème grave, mais que tu ne sais pas comment l'exprimer à ton parent, va voir ton autre papa ou va voir ton autre maman, qui lui, vu qu'il est en lien avec ton parent, mais parce qu'il n'est pas ton parent biologique, ne va pas peut-être avoir la même sévérité. Tu pourras peut-être mieux te confier, mieux parler et savoir peut-être comment introduire le problème avant que tu n'ailles l'exprimer à ton parent. Voilà l'importance des papas Leki, des papas Koulout ou des tatas Moissi. Ils ne sont pas seulement là pour t'offrir des cadeaux quand les anniversaires arrivent. Ce sont des gens qui sont l'incarnation de tes parents sans être tes parents, à qui tu peux aller dire certaines choses graves sans craindre le coup qui va arriver si tu le dis directement à tes parents. Donc ça fait partie des exemples. Et moi personnellement, je n'ai jamais eu de cas similaire parce que j'ai été séparé assez tôt de mes parents. Bon, assez tôt. Pas assez tôt, c'était à 14 ans. Mon père m'a envoyé ici pour les études et autres. Mais moi, ce que je sais, c'est que je commençais même à regretter que mon père m'ait envoyé ici. Je me disais, je préfère encore être avec vous là-bas au Congo, avec la souffrance, avec l'arrivée de Mzee Kabila, que être ici en Europe. Parce que justement, mon père avait développé cette relation qui fait que je préférais être avec eux que être éloigné d'eux. Ouais. Donc, et comment tu as vécu ça? Parce que en tant que quelqu'un qui est proche de ton papa et ton papa te passe de valeurs tellement importantes, ou bien les 14 ans que tu as vécu avec lui, c'était déjà assez? Ouais.
Non, en fait, ce n'est jamais assez. Parce que même quand il est décédé en 2007, pour moi, j'estimais qu'il était parti trop tôt. Euh, je sais qu'il y a encore quelques années, même chaque fois que je vais sur sa tombe, je pleure encore parce que je me dis, si seulement tu pouvais être en vie pour voir l'homme que je suis devenu Mhm. et que je puisse, ne fût-ce que te rendre un peu de ce que tu as fait pour moi. Et ça me rappelle la chanson de Tupac, Dear Mama, où il Ouais. disait, si seulement tu pouvais comprendre que tout ce que je fais, c'est pour ce que tu as fait pour nous. Et c'est cette relation-là, en fait, non, je ne suis pas... euh, je n'ai pas été séparé trop tôt. C'est comme j'aime toujours dire, et ça fait partie, je pense, d'une forme d'initiation spirituelle, c'est que lorsque tu atteins une certaine étape de ta vie, tu dois te détacher quelque part de ceux qui t'ont poussé à ce niveau-là. Moi, j'ai analysé ça, j'ai senti que c'est un peu ce que, je ne sais pas si je dois dire Dieu ou les ancêtres, ont voulu pour moi. Lorsque mon père est décédé, j'avais 28 ans, et je suis entré dans ma phase homme et dans ma phase euh, d'homme réfléchi, on va dire, qui cherche la grandeur de l'esprit. Je me suis appuyé sur mon parrain, parce que mon parrain me disait, ah, Momi, papa a accueilli, c'est pas grave, qu'est-ce que tu fais comme études? Quand tu auras fini tes études, reviens au Congo, je prendrai soin de toi. Je me suis dit, ok, comme ça. Donc, c'est ça, papa, les qui? Lui, c'était mon parrain. Mais mon parrain, c'était le meilleur ami d'enfance de mon père. Oui. Donc, j'ai vu en lui un papa. Lui aussi, il a fini par décéder. Et après, quand je me suis marié, j'ai eu mon beau-père. C'est un homme en qui j'ai vu un papa aussi. Mhm. Beaucoup attaché. Lui, on a eu beaucoup de bons moments ensemble. Mais lui aussi, pareil, il a fini par décéder. Du coup, j'ai compris que, Momi, le message derrière ces événements, c'est que tu dois devenir un homme maintenant par toi-même. C'est que, après avoir reçu de tous ces hommes-là, tu as reçu assez maintenant. Tu es un homme, forme les autres maintenant. Oui. Parce que tu ne peux pas tout le temps rester accroché à un papa. Surtout quand tu deviens un homme. À un moment, quand tu deviens un homme, marié, père de famille, tu dois cesser de te dire, ah, papa, papa. Non, à un moment donné, il faut pas couper le lien, mais il faut t'affranchir de cette dépendance-là, de ce besoin de soutien-là et faire les choses par toi-même comme un homme devrait le faire. Comme on regarde l'Afrique ancestrale, comme je l'ai dit, on initiait les hommes pour qu'ils soient prêts très tôt. Alors que nous, on est prêts de plus en plus tard, mais à un moment donné, la vie va te forcer à aller tout seul de l'avant. Et quitte à te séparer de certaines personnes, en tout cas pour moi en tant qu'homme, j'ai été séparé de certains hommes pour pouvoir avancer tout seul et développer cette maturité d'homme, celui qui pourvoit, celui qui prend soin des siens et des autres. Oui. J'ai bien compris le rôle des noko, des papas leki et tout comme ça dans la vie d'un enfant. Et, mais quoi si le papa n'est pas là et les papas leki aussi, quels sont... Bon, non, on dit seulement, bon, s'il n'y a pas des papas, s'il n'y a pas des papas dans la vie d'un enfant, qu'est-ce qui devenait cet enfant? Allez, c'était quoi alors? Quand il n'y a pas de père, c'est très violent. Parce que là, c'est vraiment... Non, franchement, c'est très violent. Mais parce est-ce que c'était même possible, en fait, dans nos sociétés d'avant qu'un enfant restait sans père? Non, c'était impossible. Parce que dès le moment où le père avait des cousins ou des frères, ceux-là recevaient la responsabilité de l'enfant pour en prendre soin. Un exemple. Disons que je suis marié et j'ai des enfants, je meurs. Dans la société africaine d'avant, on ne permettait pas à la veuve de retourner dans la famille de ses parents. Pourquoi? Parce que Toba Laye, elle est devenue une des nôtres, donc la renvoyer, c'est comme si on voulait se débarrasser d'une charge. Et il fallait assurer la fierté de sa famille, donc on devait prendre en charge cette femme-là. Et c'est pour ça que dans certaines familles, on se retrouvait avec le fait que le frère du défunt reprenait l'épouse avec lui. Aujourd'hui, on va dire, ah non, et ça, les matés, à l'époque, ça se faisait parce que on ne voulait pas que la honte revienne sur la famille qui, parce que le mari est décédé, on va renvoyer la fille. Non, on va la garder et en prendre soin. Donc, il y avait ce côté papa-là qui dépassait le côté papa génétique. C'est pour ça que certains avaient des pères qui n'étaient pas leurs pères biologiques. Je vais citer un exemple. Dans ma famille, une de mes tantes a eu un enfant beaucoup trop jeune.
copain, patati patata, un enfant beaucoup trop jeune. Elle ne pouvait pas en prendre soin. Du coup, dans la famille, il a été décidé que c'est l'aîné qui prendra soin de cet enfant et cet enfant prendra son nom. C'est pour ça qu'un de mes frères, au fait, c'est pas mon frère, c'est mon cousin, on va dire. Mais moi, j'ai toujours grandi avec lui comme l'aîné de la famille. Mais quand je le regarde, je vois qu'il est un peu différent de nous. Mais à l'époque, bon, moi, ça ne me sautait pas vraiment aux yeux. Mais j'ai fini par apprendre que non, en fait, c'est l'enfant de telle tante qu'il a eu beaucoup trop jeune. Alors, c'est ton père qui a reçu la responsabilité de l'éduquer, de le faire grandir en tant qu'homme. Oui, donc en fait, moi, ne pouvais pas rester sans père. Par exemple, si moi, mon père n'était pas là, donc on allait prendre quelqu'un dans la famille qui allait être mon père ou bien directement mes oncles. Ils allaient être... Et il y a un autre cas intéressant que j'ai découvert avec les documents de mon père après son décès. Il avait fait une liste des filles de la famille quand elles se marient, quel était à chaque fois l'homme responsable. Donc là, je voyais d'abord un oncle, et puis j'ai vu un de mes frères, et puis pour une de mes sœurs, j'ai vu moi. Pour chaque fille qui se mariait, il y avait un homme qui était responsable, c'est-à-dire que c'est lui, il décédait. La personne qui va aller prendre l'enveloppe, ça va être lui et lui. Ok. Ouais. Donc, dans ces cas, comme on est là maintenant en tant que communauté, qu'il y a des enfants sans père, mais normalement dans notre africanité, ça ne devrait pas être possible. Ça ne devrait pas être possible. Et ce qui est triste, c'est même que lorsqu'un père quitte ou abandonne ses enfants, le frère du père ou les cousins du père doivent avoir le souci de ses enfants, c'est-à-dire se remettre dans la tête que c'est pas juste la famille d'eux, c'est le clan, c'est la fierté du clan. Lorsque les enfants sont abandonnés, on va pas juste dire « Ah non, ce sont les enfants de Môme ». Non, on va dire « Ce sont les enfants de Mbouzé ». Du coup, tous les hommes qui portent le nom Mbouzé vont être incriminés comme irresponsables. Du coup, il y a un Mbouzé qui doit se dire « Non, je dois aller prendre soin de ces enfants-là parce que baza, banan yaya nanga, banaleki nanga, donc je vais être le papa pour eux ». Mais le problème, comme je dis, vu qu'on est dans une société occidentalisée où c'est chacun pour soi, sa famille, son petit appartement, sa petite maison, on ne peut pas prendre soin des enfants des autres. Les hommes se sont déresponsabilisés progressivement des enfants. Ah non, c'est qui? Ah non, c'est la fille de mon frère. Non, c'est ma fille. Moi, mes nièces, j'aime toujours dire d'elles, ma fille. Or, lorsqu'on commence à dire c'est ma nièce, hein, ma nièce. Donc, tu vois, on est dans une société où on se détache progressivement parce qu'inconsciemment, on devient comme les Occidentaux. La famille nucléaire, ça nous suffit. Tout ce qu'il y a autour, c'est un peu des étrangers. Or, dès le moment où on reste dans son africanité, on se rend compte que non, c'est plus que la famille, c'est le clan. Et tous les enfants du clan sont les enfants de tout le monde et il faut en prendre soin parce que c'est la réputation du clan après qui va en pâtir. Parce que lorsqu'on va apprendre que telle fille, elle a été tellement négligée qu'elle est partie tomber enceinte, faire ci, faire ça, la honte va retomber sur ses parents, mais aussi sur la famille, parce qu'on va dire, mais où étaient ses oncles? Où étaient ses tantes? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? On ne va pas incriminer seulement les parents, on va incriminer aussi les oncles et les tantes. Du coup, les oncles et les tantes doivent se rendre compte que ce sont nos enfants, on doit se responsabiliser et ne fût-ce que faire des gestes ou des actes symboliques pour montrer à ces enfants-là que Boza Banana Bisso, on ne vous oublie pas. Mais dès le moment où les oncles, les frères du père ou les cousins du père ne le font pas, c'est que quelque part, ils ont été atteints, je vais dire, de cette pathologie des Africains en Occident, de se désolidariser au niveau sacré de la famille et de ne se solidariser que pour les mariages, les anniversaires et les deuils. Vraiment. Or, là, no, ouais, nazako. Oyo oza papa nanga, oza maman nanga, mais namona yo te pona ba étude nanga, namona yo te pona ba m'encourager, me motiver. Oyo kiki na bandi musala, alozu téléphone bandi obenganga, wapi premier salaire nangai, wapi nidi vraiment, ils sortent que là et tout le reste. Exactement. Ils sont pas là. Exactement. Mais est-ce que vite fait question, est-ce qu'on a alors le droit de leur refuser? Parce que ça aussi, je trouve, il y a beaucoup aussi de papas irresponsables, bah comme il peut bêler. Mais on a quand même de coutumes et traditions là où beaucoup de choses revient aux hommes. On n'a pas des cultures aussi pour leur dire, toi, tu n'avais pas fait ça et ça et ça, donc tu es puni, tu n'auras pas ça. Disons que ce n'est pas toi l'enfant qui peut lui interdire, ce sont les autres anciens. Okay. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une relation avec la plupart des aînés dans la famille pour leur faire ça. Parce que comme je l'ai dit, il faut éviter d'aller au frontal avec un aîné parce que même si c'est quelqu'un de mauvais,
ça reste un aîné, donc il y a un certain respect qu'il faut avoir. Mais si tu veux l'affronter, passe par une personne qui est de son niveau pour l'affronter. Ok. Sauf si vraiment, comme je dis toujours à mes enfants, dès le moment où un adulte ne fait que te parler, te faire une reproche, prends sur toi. Mais dès le moment où un adulte, non seulement il te fait des reproches, de ceci, de cela, il en vient à te frapper pour une raison qui n'est pas valable, dis-toi qu'il te donne l'autorisation de réagir. Dès le moment où un adulte commence à t'insulter, je parle pas sans dire, il te donne la permission de lui parler de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il a outrepassé son droit et il t'a ouvert la porte pour te parler de la même manière. Parce que l'Africain ne doit pas oublier que il n'est pas l'Africain l'aîné, qu'il n'est pas un dieu, qu'il reste un être humain doté d'un savoir, d'une expérience à mettre au service de ses cadets pour que eux deviennent meilleurs et grandissent et fassent l'honneur des aînés qui, à leur tour, vont faire l'honneur de leurs enfants. Dès le moment où on brise cette chaîne, il ne faut plus exiger de l'enfant certaines choses que tu ne lui donnes pas. C'est pour ça que moi, dans ma relation avec mes enfants, je réapprends même, je veux dire, l'humilité au fait. Quand je suis avec mon fils, de réapprendre certaines choses, de faire des choses, d'accepter que ma fille aînée puisse avoir raison quand on débat, c'est une manière de me dire, moi, mais tu es son papa, mais reste humble. Pour lui montrer que c'est comme ça que doit être un aîné. Parce que dès le moment où je suis tout le temps là à crier sur l'enfant, crier, elle va se rendre compte que d'ailleurs, les adultes sont toujours comme ça, on ne peut pas parler avec eux. On va comme ça à l'ailleurs. Et un jour, elle pourrait mal parler à un adulte parce qu'elle en aura tellement eu par-dessus la tête qu'elle pourra mal parler à un adulte. Or, si elle voit que quand elle parle avec papa est tout souvent mesuré, le jour où un adulte va monter de temps, elle va se dire, parce que tu es la génération de papa, alors je vais garder ça là. Mais quand tu me manqueras de respect, sache que mon papa m'a déjà donné l'autorisation de réagir si un adulte me manque de respect. Donc c'est ça au fait. C'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est que on a vraiment une relation entre aîné et cadet qu'il faut soigner parce que si on ne la soigne pas, on crée des maux, des maladies psychologiques, psychiques qui font qu'on ne pourra plus avoir, entre guillemets, de contrôle sur les cadets et on va en faire des êtres humains en roue libre. Il n'y aura plus ce lien-là. Donc oui, un enfant peut ne plus vouloir quelque chose d'un adulte qui a démissionné, mais ne pas aller frontal, passer par un autre aîné. Ok. Et en tant que... désolée, je t'ai coupé la parole, je vais dire quelque chose. Vas-y. Ok. En tant que communauté, qu'est-ce que maintenant on peut faire? Parce que comme on est en Europe, on a quand même pensé en tant que communauté. Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour en fait donner aux enfants qui n'ont pas de papa, tu vois, dans nos communautés. On doit aussi vraiment commencer à penser à ça parce que c'est tellement énorme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que tu as des idées? Je regarde souvent la communauté maghrébine. Qu'est-ce qu'elle fait, la communauté maghrébine, pour que ses enfants soient obéissants vis-à-vis des aînés? À la maison, il y a un travail qui est fait, mais aussi autre chose qui est fait à côté que les gens ne voient pas. Les écoles coraniques. La communauté africaine doit se rendre compte que si elle veut que ses enfants restent dans le droit chemin par rapport au respect de la communauté, il faut que ces enfants-là soient confrontés, ou ces cadets soient confrontés à des adultes de la communauté qui ne sont pas forcément leurs parents, mais qui représentent quelque part l'excellence des aînés. Avoir ce lien quotidien, ce lien permanent entre eux, pour permettre à ces enfants que lorsqu'ils grandissent, ils ont ces repères dans la communauté. Ah, lui c'est notre vieux, lui c'est notre grand, un tel. Et même si ce n'est pas notre grand, parce qu'il a une barbe un peu blanche, ça va te rappeler les aînés, du coup tu vas respecter. Or, aujourd'hui, tu peux avoir un jeune noir dans la rue, il va voir une maman en train de galérer avec son truc, il ne va pas aller aider parce qu'il ne reconnaît pas en elle sa maman. Il ne reconnaît pas en elle sa grande sœur ou sa tante. Or, dès le moment où tu es habitué à fonctionner d'une certaine manière avec tous les aînés de ta communauté, dès que tu vois un problème, pourquoi est-ce que les Marocains, dès qu'il y a un problème entre un Marocain ou je ne sais pas qui, ils vont le voir de loin, ils vont intervenir? Parce qu'il y a ce sentiment de communauté qui est forgé. Elle est forgée où? Dans les endroits où eux se rencontrent. Pas partout. C'est les endroits où ils se rencontrent, ils ont l'habitude. Et c'est souvent aussi dans les activités culturelles, activités sportives. Mon fils, il fait du jiu-jitsu. Dans son club de jiu-jitsu, tu as quasiment une grande majorité de Marocains et de Belges. Il est le seul noir. Du coup, ces enfants-là, quand ils vont grandir comme ça, ensemble, club de sport, club de foot, il y a un truc qui se fait et qui se soude. Et souvent, les parents accompagnent leurs enfants dans ces activités-là. Du coup, les parents se voient. Les enfants voient les parents des autres, du coup, ils savent, ah non, lui, c'est le papa du beach, donc. Non.
Donc, il y a tout ça. En fait, la communauté doit créer des moments, des activités qui permettent aux enfants déjà entre eux de se voir, de se connaître, donc de se respecter parce qu'on sait que... Et aussi aux enfants de voir les parents des autres pour voir que non, il y a deux enfants qui ont des parents, sinon il faut réapprendre. Donc, la communauté doit remettre en place des activités extrascolaires et communautaires, n'ayant pas peur de le dire, qui permettent de ressouder la communauté. Et si, il y a beaucoup d'activités à faire. Oui. Et on a encore un long chemin à faire. Hein. Ouais. Mais sur une échelle de 0 à 10, quel est ton espoir qu'on va y arriver? En Belgique? Oui. De 1 à 10, je dirais 5,5. C'est peu. Pourquoi? Parce qu'on est encore trop dispersé, trop dissipé, trop éparpillé dans beaucoup trop de choses. On n'est pas assez focus par rapport à un objectif de communauté. Okay. Pas assez. Et je sais que tu fais beaucoup des activités que moi, je trouve très intéressantes, que je commence à... Mes petits frères aussi vont venir. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes activités qui va bientôt être mise en place, que les garçons de la communauté peuvent participer? Disons, j'en fais de plus en plus. Il y a par exemple les brunchs santé que je fais avec une sœur qui dirige qui a une société qui s'appelle l'Ipanda Santé. Donc, on fait d'abord des marches sportives où elle nous pose des quiz par rapport à tout ce qui est santé, statistiques, aussi des questions de culture générale. Quand tu réponds bien, tant mieux. Quand tu réponds mal, tu fais des pompes, des trucs comme ça. Et après, on se retrouve pour manger, on fait un brunch. À côté de ça, j'ai aussi les cours d'histoire que je donne et j'essaie justement de trouver du temps pour pouvoir faire des activités à l'extérieur de la maison avec mes enfants, mais aussi de leur faire rencontrer d'autres enfants. Oui. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns parce que j'essaie de ne pas trop me disperser, où je vais faire en sorte de beaucoup plus m'occuper des plus jeunes parce que le défi, c'est vraiment nos cadets. Les aînés doivent faire beaucoup plus pour leurs cadets. Comme ça, les cadets, quand ils grandissent, ils feront beaucoup plus pour leurs cadets, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Et quelle stratégie de communication tu mets en place pour en fait avoir les jeunes? Parce qu'il y a un truc que moi j'ai remarqué même dans des événements, là on parle de culture, hein, surtout crise d'identité, la transmission et tout comme ça. On est là, je dis pas qu'à partir de 30 ans, tu peux pas avoir des crises d'identité, mais des fois je trouve qu'on a des conversations entre nous, des adultes, et ces conversations-là sont aussi super importantes pour les plus jeunes. Mais nos événements, on ne pense pas stratégiquement comment on va avoir nos petits frères et petites sœurs qui sont là. J'étais à un événement en Verse, on parle de crise d'identité, on parle de c'est comment se sentir africain, mais je regarde notre âge, presque 30 ans, 25 ans. C'est vraiment pas pour être méchant, hein. Mais je suis là, je me dis, les gars, il n'y a personne de 15 ans ici, il n'y a personne de 14 ans ici. Nous, on est là en train de parler des crises d'identité. Mais ils sont où, tu vois? Et comment on a passé notre communication de cet événement pour avoir les plus jeunes entre nous, tu vois? Nabi Bissopé, oui, même aussi dans nos événements, il faut peut-être un peu qu'on soit appelé comme Yambongo, comme business, l'entrepreneuriat et tout comme ça. Et que tous les événements là où on cible culture, crise d'identité, notre africanité, notre communication doit être stratégique pour Natozo, bah, toi, il y a 14 ans, il y a 16 ans, 15 ans, parce qu'ils avaient ma conversation à Bango. Tout à fait. Et moi, je suis Lembi, puis je Mikolo, presque 30 ans, 35 ans, entre nous seulement, sans le petit, en train de parler des crises d'identité. En tant que diaspora, on vit ici, on est entre des cultures. Ça, c'est bon. Tu vois, un moment, ça suffit. Un moment. Non, mais parce que ça me rappelle tous nos aînés qui, à une époque, quand eux, ils avaient sur les 30 ans, ils restaient entre eux à parler de la politique du Congo. Oui. Puis à un moment donné, ils ont vieilli, et puis on s'est retrouvés là sans repère, et puis une autre génération s'est formée. Au fait, chaque génération se forme elle-même, et puis elle monte comme si au-dessus, il n'y avait personne qui n'avait rien fait. C'est ce cycle-là, au fait, qu'on doit essayer de briser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour transmettre à nos cadets l'amour de ce que l'on a aujourd'hui. Moi, l'exemple le plus simple, c'est la manière dont je fais les choses avec mes enfants. Ils étaient très jeunes. Quand j'allais faire une conférence, je les emmenais avec moi. Oui. Quand j'allais donner cours, je les emmenais avec moi. Quand j'allais à une activité, quand j'allais à une manifestation panafricaine ou pour le Congo, je les emmenais avec moi. Ça a développé leur intérêt sur certaines choses et je le vois et je le sens dans leur manière d'être ou de parler qu'ils ont
quelque chose de congolais et d'africain que d'autres enfants n'ont pas comme eux. Parce qu'il y a quelque chose de très profond qui se fait parce que l'enfant te regarde en tant qu'adulte. Il regarde ce que tu fais, ce que tu dis, où tu vas et il s'en inspire. Moi, je me suis inspiré de mon père s'est inspiré d'autres de ses pères. Il y a une transmission qui doit se faire. C'est ça le mot central sur lequel j'aime beaucoup revenir, que ce soit dans ma relation avec mon père ou moi avec mes enfants, la transmission en fait. Mes enfants n'ont jamais connu mon grand-père, je n'ai jamais connu mon propre grand-père, mais la manière dont je parle de mon père et de mon grand-père, c'est comme si mes enfants l'ont toujours connu. La transmission doit se faire. Les adultes d'aujourd'hui doivent se dire comment on fait pour transmettre notre passion aux plus jeunes. C'est la question centrale. Parce que tant qu'on n'a pas saisi comment faire ça, on va reproduire la même erreur que nos aînés, parler de culture, d'identité entre nous, les plus de 30 ans, et les tout petits, on les laisse devant TikTok, machin, chose, truc, là, à s'abîmer les yeux. Comment on fait? C'est ça, en fait, la question centrale à se poser. Comment moi, en tant qu'individu, parce que beaucoup de gens attendent qu'un Messie vienne du ciel, qu'un Kémy Séba ou qu'un je ne sais pas qui leur dise faites ci, faites ça. Non. Toi-même, comme tu l'as, tu es un Sankara, tu es un Lumumba, tu es un Samora Machel, tu es un je ne sais pas qui, tu es... Toi, là où tu es, tu peux l'être. Tu l'es déjà sans doute. Mais qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour relever ta communauté sans attendre que d'autres le fassent? Parce que quand on a eu que des Lumumba, ils ont comme ça se faire assassiner et puis on était perdu. Non, on a besoin que chacun se sente responsable. Et ça renvoie au rôle du père. Ouais. Il était responsable de sa famille et puis il regardait autour et disait « Ah, mon frère, ses enfants, je suis responsable. Ma sœur, ses enfants, je suis responsable aussi. Ouais. » Tu vois, c'est ça en fait. Tant qu'on n'a pas compris qu'on doit être responsable des siens, de ses cadets, on passe à côté de quelque chose. Et quand on est responsable, on a le souci d'eux. Et quand on a le souci d'eux, on prend le temps d'impliquer les autres. Très profond. Merci beaucoup, Momi. Comme je dis, pour cet épisode, je sais que je vous ai un peu laissé sur votre faim. On n'est pas vraiment rentré dans les débats parce que tu as dit beaucoup de choses. Ouais. On doit aussi poser des questions de est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que c'est toujours des cadres dans lesquels on peut faire ça ici, dans la diaspora? Et je pense que ça, c'est encore notre débat, autre épisode, là où j'aurais aussi besoin d'un autre garçon, un jeune garçon à côté de moi. Plus jeune, sans doute. Pour pouvoir débattre ça avec toi. Et c'est comme je dis, une deuxième édition aussi de la transmission de l'événement, vraiment pour se voir, pas seulement en mode podcast, mais vraiment pour être ensemble dans des événements et partager sur ça. Merci beaucoup, Momi. Est-ce que tu peux nous dire, on peut te trouver où? Ton adresse mail, tes livres? Tell us everything. Ah, moi, on peut me trouver partout. Là, on peut trouver Beachy, ça sur TikTok. Moi, je suis sur TikTok. Sur Instagram, donc c'est Momi Mbouzé. Sur Facebook, c'est Momi Mbouzé ou Mbouzé Nogonyate Mieko Momi. Il y a aussi les pages Instagram et Facebook de mes livres, les Chroniques de l'Empire Ntou, Kemetos. J'aime beaucoup ces deux bouquins parce que le premier me permet de parler un peu de cette Afrique ancestrale, mais sous forme de fiction, pour justement rattacher les gens à notre histoire, à ce qu'on aurait pu être. Et avec Kemetos, je parle de l'Afrique du futur, de comment est-ce qu'on pourrait évoluer dans le futur en tant que pays, nation, peuple, comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble. Et j'ai voulu vraiment le faire pour ma communauté parce que je me dis que voilà encore des choses où nous, en tant qu'Africains, nous ne faisons pas les choses. Les Coréens ont fait la K-pop et je ne sais pas quoi, les Japonais ont fait les mangas, les tel ont fait sinon. Ils ont mis de leur culture dans du divertissement qui impacte le monde aujourd'hui et qui fait que ces jeunes-là, de ces pays-là, sont fiers de leur culture, de ce que leurs aînés ont fait. Et je me dis que ce sont des graines que je sème pour la prochaine génération parce que je sais que tous ces jeunes qui font aujourd'hui dessin, graphisme, le jour ils deviendront des cinéastes et qui voudront adapter un film au cinéma. La matière sera déjà là. Merci beaucoup, Momi. Je t'en prie. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de partager autour de vous et de vous abonner et de liker. Et on se voit à la prochaine épisode. Merci, bye.